Donc voilà. Marine, je te laisse la parole aussi pour cette intro, si tu le souhaites. Ah, Si. Ah, un problème de son, non? Ah, on Oui, m'entend là, plus? Là, c'est bon. Ah, pardon. Oui, j'ai mon micro qui saute de temps en temps. Donc oui, Balthazar, bienvenue. Comme on dit mes acolytes, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est cool. bah, c'est avec plaisir. C'est toujours un On a plaisir eu... d'échanger. Sur ce qu'on bah ouais. Et on a eu l'occasion de se croiser dans une autre vie, il y a longtemps, lors d'un meet-up sur Paris. Une autre vie, pas pour moi en tout cas. Il y a 7 ans à peu près, 7-8 ans maintenant. Et donc on s'était rencontrés, tu partageais une application Innerspace qui existait déjà, une application sur le Gear VR à l'époque. Oui. Voilà, bah, j'étais là. Oui. Bah, c'était pas si. Regarde, on parlait déjà de VR à l'époque et on est toujours là. Donc c'est il y a longtemps, certes, mais peut-être pas une autre vie. Oui, c'est vrai. C'est peut-être un peu too much. Une autre époque, on peut dire. Oui, c'est ça. Les débuts, les prémices de la VR. C'est ça. Et ça me permet du coup d'embrayer cette petite anecdote sur une première question du coup. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à travailler avec les technologies XR aujourd'hui? Alors, c'est une longue histoire, hein. Du coup, et comme je suis pas très bon pour résumer, je vais essayer, mais faudra m'arrêter si je prends un peu trop de temps. Mais en gros, moi, je viens plutôt du cinéma, dans le sens où j'ai fait une école d'art dans laquelle j'ai fait des films. Et je m'intéressais beaucoup au cinéma pour raconter des histoires. Mais en même temps, donc vers la fin de mes études, même si j'avais déjà exploré pas mal en fait différentes formes de films, documentaires ou autres, je sentais que j'avais besoin d'explorer d'autres choses et que c'était peut-être pas forcément le cinéma en tant que tel euh, qui était ma vocation, on va dire. Même si j'avais très envie de raconter des histoires avec des images, on va dire. Et en fait, j'ai entendu à la fin de mon parcours scolaire, j'ai entendu parler d'une école, enfin, qui est plus un lieu d'expérimentation artistique qui s'appelle le Frénois, qui est situé dans le Nord-Pas-de-Calais, Chez nous? à côté de Lille, à Tourcoing, entre Tourcoing et Roubaix, pour être plus précis. Et en fait, ce lieu-là, c'est un lieu très intéressant où, on va dire, des apprentis cinéastes ou des artistes viennent pour faire des projets, mais donc avec un encadrement, donc pas tout à fait une école, mais avec une certaine pédagogie quand même derrière. Et l'idée de faire des projets qui utilisent le langage cinématographique ou la forme installative artistique pour explorer d'autres formes de cinéma, notamment à travers les nouvelles technologies. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à faire de la VR. Et ça, c'était en 2010. Donc, on va dire 2 ans avant que Oculus apparaisse et ne fasse renaître l'industrie de la VR, enfin, fasse naître l'industrie de la VR et le médium de la réalité virtuelle qui existait déjà avant, qui était un outil qui était utilisé dans les labos, mais qui n'était pas encore vraiment considéré comme un médium artistique, en tout cas pas dans la conscience collective, quoi. Et donc moi, dans ce lieu-là, je me suis dit que ce serait un super moyen j'avais envie d'utiliser des technologies pour faire des films autrement. Et je m'intéressais beaucoup aux jeux vidéo. Et en gros, ça a été un peu une conjugaison un peu d'idées et d'envies que j'avais. C'était raconter une histoire, pas comme dans un jeu vidéo, dans le sens où c'était quand même quelque chose qui est assez linéaire, où le spectateur allait être pris par la main.
mais avec un dispositif complètement différent, c'est-à-dire plutôt être seul dans l'expérience et uniquement et protagoniste en quelque sorte, et l'envie d'avoir la possibilité d'être vraiment complètement immergé dans ce monde en temps réel en quelque sorte. Et donc c'était la seule chose qui me permettait de faire ça, c'était des moteurs de 3D temps réel utilisés dans le jeu vidéo. En l'occurrence, là, à l'époque, j'utilisais un moteur 3D qui s'appelle CryEngine, et le casque de réalité virtuelle. Donc à l'époque, il n'était pas Oculus, mais il existait des casques, on va dire, relativement bon marché, c'est-à-dire aux alentours de 2000 €, pour vous donner une idée, et qui étaient très, 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 comment dire, de mauvaise qualité, très rudimentaire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, par exemple avec le Quest. Et en gros, en conjuguant un peu ces différentes choses, j'ai commencé à expérimenter avec la VR. Et pendant, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, dans ce cadre, on va dire, un peu école, expérimentale. Et en sortant de l'école, j'ai eu un peu la chance disons que le phénomène Oculus est arrivé peu de temps après que je sois sorti de l'école, alors que j'avais déjà commencé à explorer de mon côté les potentialités artistiques et narratives du médium. Donc du coup, j'ai vraiment surfé. Enfin, j'ai vu venir en gros le truc parce que je connaissais déjà un petit peu ce médium et je savais quelles étaient les possibilités, et j'avais vachement envie de continuer à explorer. Et du coup, ce qui s'est passé avec Oculus, ça a été un super tremplin pour pouvoir continuer à aller vers ça. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Après, on a évolué. Enfin, je vais pas tout raconter, mais disons que de fil en aiguille, ça m'a amené à créer le studio et faire d'autres projets, et aller vers de plus en plus d'interactivité, parce que je me suis rendu compte aussi que même si j'avais envie de raconter des histoires, la VR étant un médium fondamentalement interactif, c'était le seul moyen de faire quelque chose, une expérience qui est intéressante et satisfaisante en VR, c'est qu'elle soit pleinement interactive. Donc c'est ça qui m'a amené du coup au format plus jeu, comme ça a été le cas plus récemment avec Fisherman's Tale qu'on a sorti il y a 2 ans à peu près, et là Massmaker. Voilà, j'ai essayé là je vous ai fait, on va dire, une intro un peu de l'histoire, et j'ai un peu sauté directement à aujourd'hui. Voilà, je sais pas si ça répond bien à la question, mais Oui. Très bien, très bien. Merci, merci beaucoup, Balthazar. Et donc, du coup, effectivement, ensuite, donc, où est-ce que justement, ça va suivre cette question, mais où est-ce que tu puises tes inspirations, tes références dans le passé, aujourd'hui, peut-être les futurs? Je dirais que je suis inspiré par plein de choses, comme j'écoute, comment dire, tout peut m'inspirer en quelque sorte. Je suis pas focalisé sur un média en particulier, mais je dirais quand même ce qui m'a le plus accompagné, encore une fois dans mon parcours, c'est l'envie de raconter des histoires. Donc et c'est quand même plus dans le cinéma et la littérature que je vais puiser de l'inspiration pour ça. Mais après, c'est un truc que je dis souvent, la réalité virtuelle, d'une certaine manière, ça nous ramène aussi au réel, parce que c'est une interaction qui est plus naturelle que celle qu'on va avoir dans les jeux ou dans d'autres médias, enfin les jeux sur écran, je veux dire. Et du coup, c'est aussi beaucoup le réel et les aléas de la vie, les rencontres aussi qui vont m'inspirer pour ce que je fais. Peut-être pas, peut-être sur des aspects plus ponctuels, mais voilà. Donc c'est un peu difficile à répondre comme question, parce que c'est assez, il n'y a pas un truc précis, mais voilà, en gros. Sans les influences, ouais, que ce soit dans
Dans les applications expérientielles, comme la Peri ou les jeux récents comme Fisherman's Tale ou Mask Maker, il y a un côté très onirique, il y a un côté plutôt inspiré conte de fées, on ressent ces influences-là, il y a un petit côté, il y a une petite morale, il y a une petite chute, donc il y a une construction aussi, on sent le côté littéraire, le côté cinématographique. Dans les réalisations, on a l'impression que vraiment tout est pensé, que ce soit au niveau du graphisme, du storytelling, etc. Tout est poussé, tout est léché. Il y a un gros travail en fait qui est fait en amont, je pense, de votre côté pour avoir ce ressenti et amener les joueurs à vivre une histoire en fait, tout simplement. Oui, merci d'avoir noté ça. Je dirais que, c'est aussi un peu, l'aspect, je rebondis sur l'aspect conte de fées un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un truc qui s'est fait un peu naturellement et qu'on a aussi un petit peu au fur et à mesure essayé de garder. C'est, comment dire, c'est une envie de raconter des histoires, on va dire, parce qu'on n'en est pas au stade aujourd'hui où on a les moyens et les capacités techniques, les moyens financiers, on va dire, les capacités techniques, de faire de raconter des histoires extrêmement complexes, comme on va les avoir justement dans la littérature ou parfois dans le cinéma. Et même si je puise mon inspiration dans ces médias-là, finalement, c'est une sorte de synthèse un peu parfois que j'en retiens, et je me dis comment à partir d'un concept d'histoire assez simple, complexe, on pourrait en retenir une idée assez simple pour faire une histoire qui fonctionne en réalité virtuelle, sachant qu'on va pas pouvoir rentrer dans la psychologie de personnages ultra complexes et tout. Et du coup, c'est vrai que le format compte, en quelque sorte. Alors pas nécessairement avec une morale, mais en tout cas avec l'idée qu'il y a un peu une sorte de thème ou de message un peu porteur. C'est un bon moyen on va dire, c'est un bon format pour avoir, en termes de storytelling, pour à la fois raconter une histoire, se donner aussi un cadre, vu qu'on est dans de la création en image de synthèse et pas dans du film, dans la captation, ça ouvre aussi plus de possibilités, parce qu'on peut vite se raccrocher à des archétypes ou à des choses assez connues, mais sans être forcément dans des trucs trop clichés non plus. Voilà. En gros, c'est un bon format qu'on a effectivement pas mal utilisé, qu'on va pas forcément réutiliser à chaque fois, mais qui a été un bon moyen de s'y retrouver avec les contraintes qu'on avait pour raconter des histoires qui étaient quand même assez intéressantes et on va dire accrocheuses, quoi. Oui. Après, on sent aussi. Alors, moi, je suis en train de faire Mask Maker en ce moment. Je ne l'ai pas terminé encore. Je suis bientôt à la fin, mais je ne l'ai pas tout à fait fini. On sent aussi des influences vidéoludiques. L'une des premières choses qui m'a frappée donc, sur la première île, avec les premières descriptions, la découverte des tours, les graphismes, etc. Ça m'a beaucoup fait penser à The Legend of Zelda. Avec une notion de donjon, avec les statues qui rappellent les entités anciennes, etc. Donc j'ai retrouvé le masque, bien sûr, Majora's Mask, le fait de changer de personnage au cours de route, etc. Est-ce que c'est aussi des références qui... est-ce qu'il y a vraiment ces références-là qui ont été prises en compte pour le développement du jeu ou Oui. Oui et non. C'est-à-dire que... réponse de Normand un peu, hein. Mais du coup, je dirais oui, mais un peu inconsciemment. C'est-à-dire que on avait envie de faire un jeu d'aventure avec on avait fait vraiment un puzzle game avec Fisherman's Tale, et là on avait envie de s'éloigner un petit peu du puzzle game stricto sensu et plutôt faire quelque chose où on découvre un monde, plutôt l'idée d'explorer un monde imaginaire, et donc plus aller vers le jeu d'aventure. Et c'est vrai que
voilà, le canon du jeu d'aventure, c'est Zelda, quoi, en jeu vidéo. Et du coup, sans avoir été moi-même un joueur extrêmement avide de Zelda, enfin, j'y ai joué, mais voilà, j'ai été baigné de ça pas mal, et donc forcément, ça nous a un peu influencé. Et en étant voilà un des modèles du genre, forcément, on est tenté un peu de faire la comparaison. Et c'est vrai qu'il y a des points communs qui sont, qui sont là, et que je ne nie pas, parce que c'est une jolie, c'est une bonne, c'est un joli modèle. Mais je pense que là où peut-être on aimerait s'éloigner un petit peu en même temps de ce modèle, peut-être que Massmaker, comment dire, c'est pas forcément un bon exemple, mais c'est que c'est la VR, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur une interaction qui est un peu plus granulaire et moins, je ne vais pas dire schématique, parce que par exemple les derniers Zelda, ça va quand même super loin. Mais du fait qu'on est avec les contrôleurs, qu'on fabrique par exemple avec les masques des choses soi-même, ça, c'est ce genre de choses, on l'a pas du tout dans Zelda. Le fait d'être engagé physiquement dans l'expérience, d'être soi-même celui qui porte les masques, pour moi, il y a quand même une dimension de roleplay en quelque sorte qui va un peu plus loin, ou au moins qui est assez différente de ce qu'on a dans du Zelda, quoi. C'est presque en fait, ça répond presque à un petit rêve qu'on avait quand on jouait à Zelda, d'avoir encore plus la main. Je sais pas pour toi, Marine, je sais pas pour toi, Balthazar, mais d'aller encore plus. Moi, j'aurais bien aimé construire mon propre ocarina, composer ma propre musique, je ne sais pas, enfin des choses. Non, mais carrément, oui, cette dimension-là d'être encore plus, d'être un pied dans le jeu. Bah, ça, c'est un peu aussi la promesse de la VR dans l'absolu. Et ouais, tant mieux si, enfin, en tout cas, on avait envie de proposer à travers notamment le crafting, la partie fabrication de masques, donner cette idée que voilà, on n'est pas juste là pour aller dans le donjon et avancer dans le jeu, mais on est vraiment partie prenante de cet univers, on le fabrique même en tant que joueur, quoi. Et c'est vrai que le levier du crafting dans de nombreux jeux, alors moi j'ai aussi beaucoup joué en ligne sur des jeux comme Final Fantasy Online, pour pas le nommer, ou autre, enfin comme voilà, des grands classiques. Effectivement, et en fait, on se rend compte que des fois, ce levier, en fait, qui est un élément, en fait, parmi les quêtes, etc., devient parfois en soi tout un gameplay, en fait, pour certains joueurs. Moi, je sais qu'il y en a qui vraiment aller rechercher vraiment les trucs spécifiques pour vraiment faire les crafts spécifiques. Enfin voilà, ça peut devenir, en fait, sur certains joueurs, ça peut vraiment devenir, en fait, une thématique focus de jeu, etc. Et ça peut vraiment en fait nourrir en fait finalement tout le gameplay au global en fait. Carrément. Bah là, c'est clairement en Massmaker, il y a c'est un jeu un peu bicomposant. Tu as moitié cette partie aventure, exploration dans différents mondes, et moitié crafting avec les masques. Et le jeu est vraiment construit sur cette espèce de dialectique entre ces deux composantes, quoi. Donc c'est un peu un pari, mais en tout cas, au vu des retours, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ouais, je trouve que voilà. Ça marche bien, ouais. Je trouve que ça nourrit vraiment l'engagement, et tu le dis très bien, le fait de le faire en plus avec la VR qui fait le fait d'agir de manière vraiment engagée, du coup. Ça, je pense que vraiment ça, en termes d'immersivité, si on veut dire, mais immersivité de l'attention, de tout. Enfin voilà, moi je pense qu'effectivement c'est voilà, c'est quand je le vois, alors j'ai pas pu encore essayer. J'ai eu le retour de Marine, et puis j'ai regardé un petit peu voilà des parties, etc. J'ai regardé les vidéos, etc. Effectivement, je vois quand même la finesse qu'on peut avoir. Donc du coup c'est ouais, je trouve que voilà, là on se sent vraiment acteur, et ça donne une sensation de liberté qu'on aime bien retrouver dans les maps ouvertes, en fait, dans ces environnements entre guillemets où on sent qu'on peut interagir.
pense là alors à un autre jeu qui a rien à voir, mais Half-Life Alyx où bon voilà, on peut interagir avec quasiment tout, voilà, et du coup ça c'est bien parce que ça donne cette sensation de liberté qu'on recherche essentiellement quand on joue. En fait, quand on veut s'évader, c'est cette sensation de liberté qu'on veut retrouver. Donc du coup, plus effectivement la problématique c'est dans ces maps un peu parfois fermées ou ces scénarios linéaires que tu disais très bien tout à l'heure. Effectivement, c'est comment en fait donner cette dimension, cette liberté d'action en fait, sans que ce soit forcément voilà. Il faut un fil, mais laisser la liberté, c'est pas. Je pense que c'est quelque chose de très difficile en fait à placer en termes de curseur. Ouais, clairement. Et tu parles de Half-Life Alyx et je pense que bon, Massmaker est quand même très différent à la fois dans l'ambition, l'intention, les moyens mis en œuvre. Oui, oui, non, et aussi le résultat, enfin en termes d'expérience. Disons que, enfin, et c'est quelque chose que nous on aurait bien aimé pousser, mais qui était complètement hors de portée. C'est l'idée qu'il y a ce côté très, tout est un peu interactif. On a dû très vite, auquel on a dû très vite renoncer, et qui est vraiment un des gros atouts, je trouve, de Half-Life Alyx. Là où, à côté de ça, je trouve que le jeu est très linéaire, et était quand même beaucoup avancé dans des couloirs. Et Massmaker, au contraire, on n'a pas cette granularité d'interaction, mais par contre, on a un monde plus ouvert qu'on peut explorer un peu. Enfin, il y a une certaine linéarité quand même dans la progression, mais il y a un peu une liberté quand même de progression. Je trouve qu'on n'a pas dans un Half-Life Alyx, et donc c'est un peu un point qu'on a essayé de mettre en avant et qu'il n'y a pas dans beaucoup de jeux, je trouve, notamment avec quand il y a en plus un aspect narratif, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, des jeux narratifs, déjà, il n'y en a pas énormément au final, alors que la plateforme s'y prête, on n'attend que ça. Enfin, moi, personnellement, je n'attends que ça, même si j'aime bien d'autres types de jeux, mais ma préférence va au puzzle game. Voilà, je suis la génération Myst, Riven, tous ces jeux-là, on retrouve un petit peu ça aussi. Et c'est vrai, comme tu le disais, j'ai passé énormément de temps, enfin là, sur les premières heures, à juste me poser dans les décors, parce que bon, il y a toute une phase où il faut aller chercher des ingrédients, etc. Donc on peut se balader, interagir avec certains objets et tout. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le côté. Alors en plus, les musiques sont très belles, donc on profite vraiment à fond, que ce soit visuellement ou auditivement, c'est du bonheur. Et je me suis surprise, voilà, à me poser au milieu des environnements et à passer du temps juste à regarder tous les petits détails, à m'imprégner de l'univers. Donc il y a un côté aussi un peu presque méditation qui est sympa à voir. C'est un jeu qui est calme. Ouais. Il y a ce côté-là aussi qui est important. Bah, ça, on a beaucoup. Enfin, ça, pour le coup, c'est vraiment une démarche assez consciente de notre part de jouer sur ce côté un peu voyage dans différents environnements assez différents, et le plaisir un peu de picorer et de se retrouver dans différents endroits où on va créer différentes sensations, différentes atmosphères, et où simplement le plaisir d'être dans ces différents espaces et aussi comment dire et réitérer à chaque fois qu'on fait un aller-retour et on découvre une nouvelle portion de ces environnements dans la progression du jeu. Donc, donc ce que tu dis, c'est vraiment une des premières intentions qu'on avait. Donc, je suis content que ça ait marché sur toi. Je vais mettre un petit peu de lumière, il fait sombre ici. On est entre nous, tout va bien. C'est ça, ambiance tamisée. Avant qu'on rentre dans la partie plus technique, je pense que ça peut être intéressant qu'on fasse un petit partage peut-être des premières minutes du jeu pour que les spectateurs qui n'ont pas encore eu accès ou qui ne connaissent pas le jeu voient un petit peu à quoi ça ressemble par rapport aux commentaires qu'on a pu faire. Ouais, carrément. Et ben, c'est parti. Alors, attendez, du coup, je vais basculer, moi. On compte sur toi pour veiller à ce que techniquement tout se passe bien. On a notre magicien en backstage. Je sais pas si vous regardez le live en même temps, mais voilà, tout va bien. C'est bon. Nickel. Alors, moi, ça rame un peu, mais c'est parce que j'ai plusieurs Tout fonctionne.
Je vais juste aller réactiver le son du retour pour qu'on ait les vidéos. Quitte un autre truc, sinon ça va être la merde. Je vais pas tenir. Parce que là, c'est mieux. Oui. Ok. Donc là, vous m'entendez toujours et ça tourne? Yes, tout est bon. Yes. Ok, je vérifie vite fait un truc. Parce que là, je joue assis, mais voilà. Oui, c'est bon. Ok, donc bienvenue. Bienvenue dans Massmaker. Donc là, on va pas trop s'arrêter, mais je précise pour dire, et vous l'avez vu là brièvement, il y a pas mal d'options. Ça, c'est un truc sur lequel on a beaucoup travaillé pour que les gens puissent jouer dans différents contextes avec différents casques et puis trouvent à chaque fois un peu leur confort en jouant avec en fonction de leur habitude de jouer en VR et de leur casque. Et Donc voilà, un petit message. de déplacement qui est très, très bien pensé aussi. Après, pour le coup, là, on n'a pas vraiment innové dans le sens où on a vraiment fait le choix de reprendre un peu ce qui est en train de devenir le standard aujourd'hui et qu'on retrouve justement dans Half-Life Alyx, c'est-à-dire les deux modes de développement les deux modes de déplacement pardon les plus utilisés, c'est ce qu'on appelle le free move, nous. Qui est ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire un déplacement continu que je fais là avec ma main gauche sur le joystick. Et sur ma main droite, j'ai un autre mode de déplacement qui est le téléport, qui est qu'on appelle aussi mode canne à pêche, parce qu'il a ce principe où plus je lève, plus ça fait un arc, ce qui évite le principe de l'arc de pouvoir se téléporter et de faire des bonds de 40 mètres. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on retrouve dans la plupart des jeux maintenant, notamment Half-Life Alyx. Et donc, on a repris un peu à notre sauce ces modes-là, avec la petite subtilité en plus que j'aime bien et qui, je trouve, fonctionne bien avec Massmaker, que on a, là où dans Half-Life Alyx, par exemple, on choisit notre mode et après, c'est soit locomotion continue, free move, soit téléport. Là, c'est les deux en même temps. On a la possibilité d'alterner sans forcément repasser par le menu. Donc les joueurs qui veulent uniquement jouer avec le téléport ne vont pas se servir du stick gauche et inversement. Mais les joueurs parce que je trouve que moi personnellement, et c'est partagé par l'ensemble de l'équipe, il y a un intérêt en fait aux deux modes de locomotion. Le free move est intéressant pour l'immersion que ça amène, bien sûr, mais aussi le côté plus fin en termes de déplacement. Et le téléport peut être bien pour parcourir rapidement des grandes zones sans forcément se sentir mal, parce que le fait de courir avec le free move, même si nous on a mis un système de vignettes là que vous devez voir, et qui empêche d'avoir une sensation de mal au cœur, du coup peut quand même être un peu gênant. Donc moi personnellement, j'ai utilisé les deux, et dès qu'on se retrouve dans des petits espaces, d'ailleurs ça va très vite le cas parce que la moitié du jeu du coup se passe dans l'atelier, jouer avec le free move dans ces espaces plus exigus fonctionne très bien, alors qu'à l'extérieur on a plutôt envie d'avoir le téléport. Donc c'est un choix vraiment de design, mais en même temps avec le petit supplément d'avoir les deux en même temps, mais c'est en même temps quelque chose d'assez standard. J'ai fait toute une intro là-dessus. Mais je pense que c'est assez intéressant pour les gens qui se posent la question, parce que c'est un gros sujet. Exactement. C'est un très gros sujet, très, très épineux, et sur lequel nous, on a passé beaucoup de temps à réfléchir, et c'est un peu l'aboutissement de la réflexion que je vous livre là. Après, derrière, pour implémenter ça dans le jeu, ça a été vraiment un casse-tête, et ça demandait énormément de travail, mais on est plutôt content d'avoir fait cet effort-là, parce que on le voit sur Steam, hein, notamment les retours des gens, tout le monde a un peu ses envies, son mode, et donc le plus on a d'options, le plus
sais que les gens du coup vont être contents derrière et seront confortables dans leur expérience. Bon, là du coup je parle pas du tout du contenu en lui-même, mais donc on démarre là dans un environnement, vous voyez un peu une ambiance un peu mystérieuse comme ça, un peu brouillard dans ce qui pourrait être un centre-ville un peu d'une ville européenne, enfin un centre-ville un peu médiéval. Et il y a un bout de papier qui est apparu devant nous et qui a marqué. Alors là, je suis dans la version anglaise, mais on a une version française du jeu. Je vais vous faire la traduction en temps réel et ça évitera d'avoir les voix françaises qui nous perturbent. Mais donc, cette petite petit morceau de papier nous indique que la boutique de masques cherche un apprenti. Et donc, c'est un peu une sorte d'indice. Je lèche ce papier dont je n'ai plus besoin. C'est un indice un peu qu'on va aller devoir s'approcher de la boutique. Et donc là, en même temps, on tutorise nos modes de déplacement. Donc là, je peux faire des petits ce qu'on appelle snap turn, des petites rotations. Et là, moi, je connais le jeu par cœur, mais donc là, l'idée, c'est qu'on s'approche de la boutique et on découvre qu'elle est en fait abandonnée. Donc, on ne peut pas rentrer au début. Mais quand on s'approche, il y a une flashback un peu qui se déclenche. Enfin, moi je dis flashback. En fait, on ne l'interprète pas forcément comme ça quand on découvre le jeu. Et on se rend compte qu'il y a une dispute entre deux personnages à l'intérieur de la boutique. Et donc on est témoin de ça. Bon, là, c'est le moment de poser des questions. Ça durera encore 30. On découvre un petit peu des moments de... Enfin, on a une sorte de foreshadowing un peu de ce qui va se passer après dans l'histoire. D'accord. Et donc, à la fin de la séquence, on peut pénétrer dans la boutique. Et évidemment, les personnages sont plus grands que une sorte de réminiscence. Ok. Donc on découvre la boutique. Là, c'est la première fois qu'on rentre dans le lieu, donc on a un petit peu envie d'explorer un peu tout. Alors là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur Half-Life. Les joueurs peuvent parfois être un peu frustrés parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'interactif. On ne peut pas prendre les masques, tous les trucs sont un peu bloqués. Alors il y a quand même quelques petits objets, là, comme là, des pièces d'échecs. On peut même faire une partie d'échecs. Et des petits objets comme ça, mais c'est assez, c'est pas très sophistiqué. Mais bon. Ça permet aussi de se concentrer sur l'histoire principale et de ne pas être happé par. C'est ça, voilà. L'idée, de toute façon, on n'a pas forcément grand-chose à faire dans un premier temps dans cette boutique, et c'est plutôt pour aussi diriger le joueur vers ce qui se passe après, et qui se passe devant ce miroir cassé. Et on comprend qu'il y a un lien entre la scène qu'on a vue à l'extérieur et ce miroir qui est bien mystérieux et magique, puisque quand on s'approche, ce miroir se répare. Donc là, on est projeté dans le passé de la boutique. Alors le décor est quasiment le même, c'est surtout l'éclairage qui change. Et on nous raconte un petit peu l'histoire de la boutique et des personnages principaux qui sont occupés. Notamment le maître et l'apprenti. Donc ça va être l'histoire de ces deux personnages qu'on a vus en nombre au début dans le prélude. Okay. Et la relation qu'ils ont eue ensemble et les conflits. Parce que on se rend compte que la relation de maître et d'élève n'est pas forcément toujours facile.
Donc là, c'est un petit peu les deux personnages qui nous sont introduits. Donc là, en l'occurrence, l'élève, sous la forme de ce bébé abandonné. Et donc là, on fait un petit saut dans le temps et on voit le petit garçon qui a grandi et qui tombe sur la musique. Alors, comment dire, un truc qui était important pour nous, c'était que certes, on était dans des sortes de cinématiques, c'est-à-dire que le joueur ne peut pas franchement interagir, mais il y a quand même l'idée que on peut se déplacer librement dans ces scènes et donc choisir notre point de vue et voir du coup des choses un petit peu différentes. Bon, c'est pas une idée très grandiose, mais le fait d'être libre dans ces séquences, ça donne une certaine ça donne un dynamisme et ça les rend plus vivantes que si on était juste là assis à attendre et à regarder que ça se passe. Et puis ça aide à l'immersion. Complètement. Et puis en fait, on va le voir plus tard, on n'est pas uniquement là pour rien. Donc notre présence est aussi justifiée. Et donc le fait qu'on soit libre dans cet espace d'évoluer a aussi un sens par rapport à l'histoire. Bon là, c'était un truc assez important, l'histoire de ce masque se casse en morceaux. On comprend que c'est lié aussi au miroir et on va devoir en quelque sorte le reconstituer. C'est un peu un élément clé de l'univers. En gros, la démarche qu'on a eue sur ces séquences narratives, c'est justement, on parlait des inspirations tout à l'heure, c'est le théâtre immersif qui est très, très à la mode. Alors, on n'en a pas beaucoup en France, mais aux États-Unis, c'est un truc dont on parle beaucoup. Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, de faire des expériences comme ça? Vous deux? Moi, personnellement, pas trop, mais... Eh ben, j'ai pu faire tout ce qui est... Il y a le Cirque du Soleil qui avait fait... Alors, c'est pas du théâtre, mais tu vois, c'est un peu en mode spectacle aussi. Le Cirque du Soleil qui avait fait effectivement c'était plutôt une vidéo 360, tu sais, d'un de leurs... par exemple. Chose, oui. Théâtre immersif, ça va être l'idée que, en gros, le spectateur libre, il est justement pas assis dans son siège avec les autres à regarder une scène, mais c'est un théâtre où on est nous-mêmes dans le décor et on est libre de se déplacer et on participe pas forcément au spectacle, mais en tout cas, le point de vue est libre et du coup, ça a été moi, pour avoir fait quelques spectacles comme ça, j'étais assez inspiré. Et du coup, on a réutilisé un peu ce principe-là pour ces scènes-là. Et ça permet aussi d'avoir une moins forte déconnexion entre les phases, on va dire, de puzzle, de gameplay, et les phases aussi interactives, puisque le joueur est tout le temps un peu mobile et libre. Donc là, spoil, hein, désolé les gars. Enfin... c'est la première minute, ça va. Je ne vais pas vous spoiler. J'ouvre la porte. Du coup, je ne vous montre pas comment on trouve cette solution. Moi, je la connais par cœur, mais il y a des indices dans la pièce qui permettent de trouver le code secret. J'avance un petit peu, donc là, on va découvrir le lieu un peu crucial du jeu, dans lequel le joueur va passer la plupart du temps, enfin, quand il n'est pas dans le masque. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur cet espace-là. Il ne faut pas hésiter aussi à me dire au niveau du temps. Là, je ne me rends pas du tout compte si on veut montrer aussi un peu d'autres choses après. On se donne encore combien de temps là pour le craft du premier masque et le premier univers. Ouais. Enfin, le premier switch de personnage, je pense, et puis après, ok. Ce sera bon, je pense. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Mais bon, là, en gros, on découvre le workshop et les différentes parties qui constituent les différents outils. Et on est amené à fabriquer du coup un premier masque. Donc là, je vous le fais un peu rapidement, mais il y a ce qu'on appelle nous un schéma qui montre en gros un modèle de masque à suivre.
En le posant ici, je vais pouvoir fabriquer ma première base de masque. Et donc là, on en parlait tout à l'heure, cette idée d'être vraiment artisan et vraiment engagé physiquement dans l'aventure. Là, j'ai la possibilité de mimer en quelque sorte un sculpteur parce que j'ai mon bloc de bois et je vais pouvoir aller le sculpter de mes mains, de mes outils qui sont devenus et faire émerger cette forme du masque qui va ensuite servir à faire d'autres masques. Très gris à faire, on s'y croit vraiment pour le coup. Ouais. Donc et tu as essayé de refaire un masque dans ton temps personnel, à titre perso, Marine, en dehors du jeu? Bah écoute, j'ai les outils à la maison, faudrait que j'essaye en plus. Donc là, du coup, avec cette espèce de base magique, je peux ensuite générer d'autres masques. Donc là, en faire autant que je veux, c'est l'idée. Et du coup, en fait, là, le principe, c'est une des mécaniques vraiment récurrentes du jeu. En fait, on est en train de faire la première boucle de gameplay, en quelque sorte. C'est du coup de suivre le modèle. Et on va découvrir du coup que en suivant le modèle, le masque nous délivre un peu de ses propriétés magiques. Donc là, c'est tout simple, c'est juste trouver la bonne couleur. Je me suis servi de ces pots de peinture et j'ai simplement trempé le masque. Et du coup, vu que c'était la seule action à faire pour suivre le modèle, ça l'a tout de suite rendu magique. Et donc là, je suis invité à le porter. Et du coup, c'est ça qui va m'amener dans le fameux monde des masques. Et en particulier dans le monde qu'on appelle en français, alors là j'ai un trou de mémoire, les îles du vent flottant. Voilà. On est téléporté dans les îles du vent flottant, mais on va découvrir qu'il y a plusieurs types de masques et que chacun nous emmène dans un monde différent. Donc là on apparaît dans cette petite cabane. Et alors, petit truc sympa, un miroir, qui nous permet de voir qu'on a aussi changé de corps par la même occasion en portant ce masque. Et on est un des êtres qui peuplent ce monde. Alors, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore quelques-uns qui vont nous permettre en fait, de progresser en prenant leur masque. Donc là, je suis un de ces gardiens. Donc en même temps qu'on découvre ce monde, on a un nouveau personnage qui s'introduit à nous, qui se dénomme Prospero. Prospero en clin d'œil un peu à Shakespeare, parce que c'est un personnage de la tempête de Shakespeare. Alors comme il est très imbu de lui-même, il va chercher dans la littérature pour ça. Et donc, ce Prospero nous dit qu'il est le roi de ce monde et qu'il va tout nous expliquer, qu'il va nous prendre par la main et que ça tombe bien parce que il cherchait un apprenti. Et donc là, on commence à connecter un peu les points entre cette petite fascicule qu'on a trouvée au début du jeu et puis ce que nous raconte ce personnage. Et on comprend aussi qu'on n'a pas été amené ici par hasard. Donc là, il nous explique, en fait, on est toujours dans le tutoriel, on continue à progresser entre la fabrication de masques. Enfin, le début du tutoriel a commencé à l'extérieur même de la boutique, avec les modes de déplacement que j'utilise là, vous voyez, assez naturellement maintenant. Mais ensuite, on a été dans la boutique avec le premier puzzle qui nous amène dans ensuite l'atelier, puis la fabrication de masques. Et là, on continue le tutoriel avec une mécanique qu'on va aussi beaucoup utiliser, qui est le fait de mettre et d'enlever le masque pour se téléporter et revenir du coup, dans la boutique. J'aime bien le fait que tu aies mis le tutoriel en mode, tu sais, en trame de fond plutôt que sur un gameplay où des fois, tu sais, tu as une grosse phase tuto qui est très marquée, qui est très franche, qui est très, alors, même des fois un peu trop identifiable. Là, le fait de l'avoir, de rentrer directement dans l'histoire avec ça en filigrane, je trouve que, enfin, moi perso, je préfère toujours ce genre de tutos vraiment qui sont vraiment avec un maillage très fin dans le gameplay, dans l'histoire. Alors, ça demande pas mal de boulot et
d'itération, mais ouais, c'est plus élégant et puis ça permet de rentrer plus vite dans le jeu. Après, le problème avec ça, c'est que c'est très difficile de faire un tutoriel qui s'accommode pour tout le monde. Là où avoir un tutoriel séparé, en gros, les joueurs qui sont très habitués, ils vont le skipper rapidement, voire même pas le faire du tout et découvrir par eux-mêmes. Alors que là, ça va être bien pour les joueurs un peu plus casuels qui découvrent la VR ou qui sont un peu moins expérimentés. Mais pour les joueurs qui sont très habitués, ça les saoule. Parce que voilà, ça les prend par la main, tu es obligé d'attendre que le mec ait fini de parler pour aller à la prochaine étape. C'est un peu, ça peut être un peu chiant aussi dans certains cas. Donc voilà, c'est simplement à noter. Un petit truc, donc là, du coup, je vais avancer. Il me dit d'aller vers le pont depuis tout à l'heure, justement. Donc là, je découvre en fait qu'il y a un autre personnage en face. Il m'explique du coup, alors, il y a pas mal d'expositions au début pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Et en gros, il me dit que j'ai besoin d'observer son masque pour pouvoir le fabriquer. Et donc, je dois retourner dans la boutique, aller chercher un outil qui est la longue vue. Donc, cette longue vue va me permettre d'explorer. Va permettre d'observer le personnage, c'est un petit peu qui est là sur le schéma. Donc, je peux revenir en fait dans le monde et invoquer avec ce petit tutoriel qui me rappelle les boutons. Invoquer la longue vue. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique qu'on apprend à ce moment-là. Et aussi un truc très typique de la VR, c'est que du coup, cette longue vue, j'ai simplement à m'approcher de la lentille pour pouvoir regarder à l'intérieur. Alors, c'est pas forcément intuitif parce qu'on n'a pas l'habitude que les choses soient aussi comme dans la réalité. Réaliste, ouais. Et je vois souvent des joueurs qui ont un peu de mal à avoir ce réflexe-là de « Ah oui, en fait, il fallait simplement regarder à l'intérieur ». Surtout que la petite subtilité, c'est « Oui, tiens, hop, on peut le laisser aussi d'ailleurs comme ça et simplement s'approcher. » Pour la déclencher, il faut s'approcher comme une vraie longue vue. Mais après, il y a différents niveaux de zoom et là, le seul moyen, c'était d'appuyer sur des boutons. Donc, on est certes sur une interaction plus naturelle, mais à un moment donné, il y a quand même besoin d'utiliser des boutons. Donc, c'est pas évident. Et donc là, du coup, je suis en mode longue vue et je peux me rapprocher du personnage, regarder son masque. Et il y a une espèce de petite système un peu de jauge qui fait que quand on l'a regardé suffisamment longtemps, en fait, ça va capturer du coup son schéma. Et du coup, quand je reviens dans l'atelier, et ben, le schéma que j'ai observé, il est là, et ça me donne un mémo en quelque sorte pour le fabriquer. Donc là, je vais suivre la recette. Sauf que, il y a des espèces de coquillages, et donc j'ai pas les coquillages, je suis comme un con. Du coup, je dois revenir dans le monde et aller explorer le monde à la recherche de coquillages. Donc, encore une fois, là, je vous spoil un petit peu pour aller plus vite, mais on a une zone qu'on identifie rapidement comme étant l'endroit où on va trouver ces coquillages. Sauf que, en fait, il faut chercher, il faut fouiller un petit peu. Alors, c'est pas difficile, hein, ça demande pas de dextérité ni de réflexion, justement parce qu'on est encore dans le tutoriel. Mais du coup, assez rapidement, ça m'a permis de trouver les coquillages. Et un peu comme la longue vue, ça m'a permis de l'acquérir. Et du coup, et comme les recettes, ça va se trouver dans le workshop. Et là, du coup, on voit qu'elle est apparue dans mon petit pupitre, là, toutes ces zones qu'on comprend être les zones dans lesquelles on va pouvoir collecter tous les ingrédients qu'on trouve au fur et à mesure de l'exploration du monde. Et donc là, ça va me permettre de fabriquer, d'ailleurs j'en profite pour montrer ce petit système-là qui est assez marrant de trucs, de bras un peu articulés, pour poser et fabriquer des masques un peu confortables. Et donc en prenant mes ingrédients et en suivant la recette, comme c'était indiqué, là, du coup j'ai fait le même masque, donc il devient magique, et je peux à nouveau me téléporter dedans. Et là je comprends en fait, parce que je vois
là où j'avais laissé ma longue vue, et je vois aussi avec le miroir qu'en fait j'ai ce nouveau personnage qui a les deux. Oula, bug. Pas bug en fait, j'ai fait sans faire exprès, j'ai fait. T'as jeté ton masque. Des petits problèmes d'ergonomie qui font chier. Et donc là, du coup, on voit que j'ai ce personnage avec les deux coquillages et que du coup, j'ai changé de position. Et je pouvais évidemment pas atteindre cette zone-là. Enfin, c'est tout le principe du level design. On est à chaque fois sur une sorte de petits îlots. Et le seul moyen de progresser dans le niveau et d'aller à la rencontre du roi, puisque c'est l'objectif un peu qu'il nous demande, c'est d'aller le retrouver dans son château, qui est là-bas au loin. Ça va être d'incarner les personnages successivement, faire leur masque, jusqu'à tous les faire. Et du coup, on va aussi en parallèle suivre un apprentissage pour devenir nous-mêmes maskiers. Donc peut-être qu'on peut arrêter la démo ici. On a vu pas mal de choses. Vous avez une question? Oui, est-ce que dans le chat, il y a des questions? Bonjour les gens. Ah bah, vous avez raté la démo. Mais c'est pas grave, c'est pas fini. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Donc là, on a fini le tutoriel. Je commence, grosso modo. Et je vais aller dans le deuxième monde pour montrer justement un peu les possibilités d'aller dans les différents mondes. Ça marche. Et du coup, ce deuxième monde, ça va me permettre de faire la transition vers ce que je voulais montrer après, c'est comment on a fabriqué les niveaux, le level design. Et donc, je vais... Alors là, j'ai un peu avancé en mode express. Et du coup, on découvre cette possibilité de descendre ces espèces de panneaux qui sont des deux côtés de l'établi. Et on découvre qu'il y a d'autres mondes et d'autres masques d'un genre différent qui vont nous permettre du coup d'aller dans d'autres zones dans le royaume des masques. Et donc, je vais rapidement faire le modèle aussi avec ce nouveau schéma. On se rend compte aussi qu'il y en a beaucoup, à la fois des éléments à collecter, des masques à créer. Le jeu prend quelques heures quand même. Hein. On est parti pour un moment. Il y a un côté un peu promenade, on va dire, mais il y a quand même pas mal de choses à explorer. Il y a aussi des éléments cachés. Et on voit, et en même temps, ce qui est assez gratifiant, c'est que c'est montré de manière assez transparente, en gros, ta progression, parce que c'est directement corrélé la progression physique et la fabrication de masques. Et donc, on a vraiment avec ces panneaux, voilà, on a une sorte de timeline d'avancement vue très clair de ta progression et du nombre de masques qui te reste à faire pour pouvoir aller au. C'est ça. J'ai fait ce nouveau masque et lui il me demande une couleur bleue. Donc je change de couleur, je le peins et du coup en le mettant, on va aller découvrir un nouveau. Balthazar, est-ce que quand tu fais les masques, tu peux te rater? C'est-à-dire, je sais pas, si tu fais le mauvais masque, soit ça marche pas, soit ça t'emmène ailleurs, soit quelque chose comme ça. Non, tu peux, ce serait bien, mais c'est un truc qu'on a dû aussi un peu réduire. Enfin, c'est une envie qu'on a dû assez vite limiter parce que ça allait être compliqué. À gérer quoi. Mais techniquement tu peux rater, tu peux pas vraiment rater parce que tu as un nombre infini de modèles, de masques, tu peux en refaire autant que tu veux. Mais techniquement, tu vois, je peux quand même mettre une mauvaise couleur et me rendre compte que c'est pas bon, ou sans forcément que ça me téléporte ailleurs dans un endroit entre guillemets pas prévu ou raté. Je peux quand même m'amuser à faire le masque que je veux avec les ingrédients que j'ai récoltés, même s'il n'est pas dans le modèle. Alors, certes, ça sert à rien, mais comme un petit élément bac à sable, il y a quand même la possibilité de le faire.
Sachant que là, c'est vraiment les étapes de base de création des masques et que plus on avance et plus ça se complexifie. Il y a certaines zones qu'on va pouvoir colorer en différentes couleurs, etc. Enfin, Tout à fait. ça devient complexe. Les outils se débloquent au fur et à mesure. Donc là, on voit, il n'y a quasiment rien. On va voir après les pinceaux pour pouvoir peindre les masques. On a plus de liberté aussi au fur et à mesure. Donc là, je vois aussi que j'ai un autre avatar, un autre personnage, parce que j'ai changé radicalement de niveau, d'univers. Et donc là, on est dans un univers, on appelle ça en français, encore une fois, les pics du Zéphyr, je crois que ça s'appelle. Zéphyr Peaks en anglais. Et donc on est en une espèce d'univers qui rappelle un petit peu le Népal, enfin en tout cas en termes d'inspiration, le Tibet, on est un peu dans ce genre d'ambiance-là. C'est un niveau sur lequel on a beaucoup joué en termes de verticalité, et on voit d'ailleurs déjà d'ici que quand on pourrait aller plus bas, on est sur quelque chose d'un peu plus verdoyant, alors que là on est dans les cimes un peu glacées. Et voilà. Donc on joue justement sur ce côté des atmosphères très différentes pour créer du contraste et un sensation de renouveler un petit peu le plaisir de la découverte. Du coup, je vais, grosso modo là, on a fait les premières 20 minutes quoi. Bon, je les ai fait un peu plus rapidement que ça, mais ça correspond à la fin du tutoriel et au moment où on a la possibilité de commencer à explorer les différents niveaux. Et voilà, donc je vais pas trop spoiler. Du coup, je vais peut-être passer à l'autre truc que je voulais montrer. Entre-temps, vu que j'ai fermé ça, donnez-moi 2 minutes pour changer d'application. Je veux revenir sur le stream vidéo. Je vais couper là le jeu. Ça marche. Pas de souci. Au niveau développement, vous utilisez quel moteur du coup? Alors, on utilise Unreal. D'accord. La dernière version d'Unreal. Et voilà. Alors, disons Balthazar, est-ce que tu peux juste relancer un partage? Je suis désolé de vous couper parce que sinon vous êtes plus à l'écran. Ah oui, je relance. Donne-moi une seconde. Gravity Sketch. Donc là, il n'y a pas de son de toute façon, donc c'est pas très grave. Je vais lancer un truc. Ça va mettre quelques secondes à charger, donc vous étonnez pas si vous restez sur le truc. Lance-moi juste le partage d'écran, s'il te plaît. Ouais. Pardon. Même si je l'affiche pas, hein, c'est pas la question. Après. Normalement, il est partagé là. J'ai lancé le screen share. Ah, attends, ouais, hop, c'est bon, c'est moi. Tac, tac, tac. Yes. Tu me dis quand tu veux qu'on passe au. Donc là, normalement, vous voyez la scène toute grise là. Yes, c'est bon. C'est bien ça. On la voit apparaître en live. Alors, du coup, ça en fait, qu'est-ce que c'est? Donc ça en fait, c'est le niveau qu'on vient de voir dans une version maquette qu'on a fait avec qu'on a créé en fait avec le level designer et les designers. Là, c'est de multiples itérations. Je crois que c'est la dernière version là du coup qu'on a et qui est du coup assez proche de celle qu'on a dans le jeu. Et du coup, c'était entre guillemets notre interface de travail pour conceptualiser le level design du jeu et les différents niveaux. Donc là, le niveau de la montagne. Et pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que habituellement, le level design, même en VR, on le fait soit sur le papier à plat, soit on le fait en blocking, c'est-à-dire avec des modélisations très simples, des blocs directement dans le moteur. Et du coup, là, on voulait un peu innover parce qu'il y avait tellement
de niveaux et d'univers différents à créer. On s'est dit que si on les faisait directement en VR, on pourrait tout de suite se rendre compte de l'impression que ça allait donner à l'utilisateur. Et aussi, on pourrait se rendre compte de plein de problèmes qu'on a eus. Enfin, pardon, anticiper des problèmes qu'on pourrait avoir, pardon. Que ce soit au niveau des puzzles, au niveau du déplacement, enfin tous les problèmes possibles et imaginables. Enfin, on ne pouvait pas tout anticiper en faisant en VR, mais pas mal de choses, sur pas mal d'aspects, ça nous a permis de mieux nous rendre compte des problématiques et de les éviter du coup parfois. Ça ne nous a pas empêché de faire des niveaux. Enfin, comment dire, on s'est aussi un peu laissé accaparer par le plaisir de fabriquer des choses directement comme ça en VR. Donc ça aussi, c'est une première expérience. Donc aujourd'hui, on fonctionnerait peut-être un petit peu différemment, mais en tout cas, ça avait plein d'aspects positifs et ça permet aussi à l'équipe avant que le niveau soit dans le moteur avec les intégrations, des puzzles, etc. Ça permet à tout le monde de se projeter. Donc c'est un super outil pour travailler en équipe. Et d'autant plus que, alors ça, c'est ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui est accessible, hein, Gravity Sketch, ça s'appelle l'outil, et il est gratuit. Après, nous, on a eu la chance du fait qu'on va leur faire un peu de pub, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. Ils nous ont offert, ils nous ont un petit peu sponsorisé et permis d'accéder en early access à une version de l'outil qui est payante et qui permet de travailler en collaboratif. C'est-à-dire que je pourrais avoir le level, alors là évidemment je suis tout seul, mais je pourrais avoir le level designer qui est avec moi et qui travaille en même temps sur la scène. Ce qui est assez prodigieux parce que c'est véritablement comme si on était autour d'une maquette à faire le truc ensemble. Sauf que comme c'est de la VR, faire une maquette en vrai, pour ceux qui l'ont fait, c'est compliqué et c'est long et laborieux. Et là, moi, je peux faire des trucs complètement fous, comme décider de bouger une montagne et tout ce qu'il y a dessus très rapidement, parce que on se dit que finalement, il faut la déplacer de 10 mètres parce que en fait, la distance qui est entre cette zone-là et cette zone-là était trop petite. Donc ça donne une flexibilité qui est assez géniale, tout en ayant la possibilité de travailler ensemble dans le même espace et de communiquer. Voilà, ce qui est aussi un des grands pouvoirs de la VR. Et donc ça, c'est un cas d'usage qui est qui était super pour nous de pouvoir utiliser ça pour le faire. Je trouve ça génial. Juste, je trouve ça génial. Ça me fait complètement rêver et je pense que je vais aller faire Mumuse. Marine me connaît, donc elle sait que typiquement, je vais aller faire Mumuse dessus. Marine, je sais que t'as pas déjà essayé, toi, je suis sûre. D'ailleurs, tu es devant, je suis sûre. Mais effectivement, et comme tu le disais très bien, effectivement, il y a un certain gain de temps sur le travail itératif. En même temps, on peut vite se laisser happer par la granularité et le détail des maquettes, et c'est comme tous les protos. Alors moi, je suis côté UX, mais on est toujours, effectivement, c'est toujours où est-ce qu'on place le curseur pour pas que le gain reste un gain, en fait. Et c'est toujours, effectivement, ce petit curseur à se mettre d'accord, effectivement, dans une team pour pouvoir avoir cette vision claire pour, effectivement, qu'on perde pas, au bout d'un moment, effectivement, quand on pousse un peu trop le curseur, on perd en efficacité et en travail itératif. Du coup, on voit que ça, en tout cas, ça peut être plus chronophage. Et effectivement, c'est bien de le souligner qu'effectivement, pareil, là, on est sur du 3D, on a un certain nombre d'avantages, mais néanmoins, cette problématique, elle est toujours existante. Voilà, moi j'aime beaucoup le côté projection, tu le disais très bien. Là, effectivement, c'est un des aspects qui des fois pose problème dans la conception ici. Et là, en fait, ça enlève ce frein-là, où tout le monde peut effectivement plus se projeter et travailler en collaboratif en même temps sur cette maquette 3D. C'est un peu fou. Enfin, moi, ça me fait rêver personnellement. Mais nous-mêmes, on s'est dit, mais pourquoi ça fait pas très longtemps que Gravity Sketch existe, et a fortiori encore moins longtemps qu'il existe en collaboratif, mais quasiment personne, j'en ai pas entendu parler, en tout cas dans le milieu tellement du jeu,
Et je pense que c'est vraiment je vais pas dire révolutionnaire, hein, parce que ce serait un peu faire du prosélytisme, mais je pense que voilà, il y a vraiment un intérêt, en tout cas pour les développeurs du jeu, et j'insiste sur l'aspect VR, parce que si l'idée c'est de faire une expérience sur écran, il y a moins besoin de se projeter parce que tu restes dans la 2D en quelque sorte. Alors que là, quand tu veux faire une expérience en VR, euh, de passer de la 2D à la 3D, enfin avec le relief, il y a un gap qui est énorme. Et du coup, le fait de tout de suite se projeter dans l'espace, tu gagnes, ça permet tout de suite de tester ses idées et de voir si ça marche. Et là, c'est assez considérable le temps que tu peux gagner. Donc là, ouais, vas-y. J'allais te dire, justement, tu parlais de gain de temps. Combien de temps prend la réalisation d'un jeu comme Massmaker ou comme A Fisherman's Tale? Alors sur les deux, on a à peu près travaillé le même temps, c'est-à-dire autour d'un an et demi à peu près. D'accord. 1 an et demi. Alors sur Fisherman, c'était pas en continu, mais ça représentait à peu près le même temps. Et là, Massmaker, on a démarré il y a à peu près 1 an et demi et on vient de le terminer. Mais là, cette fois, on a pu travailler en continu et franchement, j'aurais pas craché sur 6 mois de plus quoi pour pouvoir peaufiner un peu plus le jeu. On parlait par exemple des interactions tout à l'heure, avoir un peu plus d'interactions dans certains niveaux ou d'autres puzzles, des petites choses comme ça. Mais c'était déjà quand même, enfin, pouvoir travailler 1 an et demi sur un jeu aussi ambitieux et original, enfin, c'est quand même un certain privilège parce que aujourd'hui, comme le marché est quand même assez restreint, c'est pas évident d'arriver à trouver des financements pour ce genre de projet. Surtout que là, nous, on l'a pas sorti sur Quest. Alors c'est aussi parce que quand on avait démarré, ça venait à peine de sortir. Donc du coup, la stratégie n'était pas encore vraiment de viser le Quest. Mais du coup, aujourd'hui, sortir un jeu sur PC en VR, c'est quasiment c'est du suicide. Donc c'est d'ailleurs pour ça que le jeu démarre assez lentement, à mon avis, en termes de vente. Sans trop faire de sortir du débat sur l'aspect création de contenu. Mais c'est toujours un peu difficile. Je voulais juste simplement pour faire la connexion avec ce qu'on a vu. Donc, c'est peut-être pas forcément très, très évident, mais là, on était dans cette petite cabane avec le. Alors, je sais pas pourquoi je peux pas toucher. Alors là, on est sur un système de calque, un peu, c'est comme Photoshop. Il n'y a rien de très, très fou. Du coup, je peux m'amuser. Ça, c'est un truc marrant d'ailleurs pour le game design. On peut avoir ces petits bonhommes comme ça et se dire, ah ok. Il commence là, il va là. Donc là, c'était la scène dans laquelle on était dans la petite cabane, et donc on a avancé là. Et grosso modo, on s'était arrêté ici, cet deuxième personnage. Et on voyait la partie en bas avec la partie plus verte là. Et donc c'est super pratique d'avoir, ne serait-ce que ces petits bonhommes qu'on peut déplacer. Et puis c'est vrai que ça touche à une fibre un peu enfantine, quoi. C'est la maison poupée version adulte. Ah, non, mais moi, ça me fait rêver, je passais mon temps. Sans être trop dans les clichés, mais je passais mon temps à créer des maquettes comme ça et à me créer des mondes comme ça. Alors franchement, ça me fait. Je pense que je pourrais passer des heures dessus, sur ce genre de trucs. Voilà, donc en termes de création, en tout cas, ça ouvre l'esprit et c'est stimulant et c'est sympa. Et c'est vrai qu'en plus, être à deux, enfin être à plusieurs, il y a un côté un peu dingue qui rend le truc encore plus stimulant, quoi. Donc voilà, du coup, je voulais partager un peu de cette expérience qu'on a eue sur Massmaker parce que je pense que ça pourrait intéresser d'autres gens. Et du coup, tu disais en point de vigilance, tu disais effectivement le temps un peu chronophage parfois en fonction de la granularité de la maquette. Est-ce que tu as, dans tes apprentissages, pu d'autres feedbacks apporter? L'appli, si vous pouvez revenir sur la vidéo. Ça va? C'est OK? Ouais, pas de souci. Voilà. Yes. Par contre, il faut me laisser un partage. Sinon, ça casse la scène. Comment je fais du coup? Attends, je vais tenter un truc. Si moi je fais ça, non, ça met pas au bon endroit.
Attends, moi, si je partage un écran... Tiens, voilà. Comme j'ai quitté, ça a tout de suite coupé le truc. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça te met en grand Ah oui. Alors non, pas du tout. Il faut que tu repartages un écran, même si moi je vais pas l'afficher, mais juste ça occupera un carré dans Discord. Tu fais partager n'importe quoi. Les gens- S'il te plaît, Là, ça Balthazar. va? Ouais, c'est lancé là. Ah oui, non, c'est juste moi qui le vois pas parce que j'ai fait ça. Je fais ça. Et, et je le rends muet. Nickel. C'est bon, Merci. Là. c'est moi. Ok, donc du coup, je sais plus quelle était la question, ce qu'on se disait. Alors sur tes feedbacks par rapport à tes apprentissages, par rapport du coup à l'utilisation de la maquette, on a dit quelques-uns. Donc une meilleure projection, et tu avais dit aussi attention à la granularité pour pas que ce soit trop chronophage et que du coup que la phase de prototypage s'emballe un peu, ce qu'on peut connaître des fois quand on est dans l'engouement de la création et on se dit ouf, voilà, on découvre en plus un nouvel outil. Est-ce que tu as d'autres apprentissages justement que tu voudrais partager? Bah là, après, c'est plus. Enfin, je pense à un truc parce que ça nous a beaucoup embêté, et ça a rajouté pas mal de friction, mais c'est un aspect plus technique. C'est que on peut exporter en fait les scènes qu'on crée dans cet outil, mais mais du coup, enfin, l'AVR, comme vous le savez sûrement, ça nécessite d'être assez optimisé pour pouvoir fonctionner sur de différentes périphériques en temps réel. Et là, ces scènes-là le sont pas du tout. Donc, ça demande un énorme travail pour être exporté et ensuite réutilisé, à moins que vous décidiez de tout jeter à la poubelle. Mais c'est un peu dommage. Quand tu as passé du temps sur ta maquette, tu as envie de t'en servir pour poser ton niveau dessus, par exemple, ou d'autres trucs. Donc ça a été une assez grosse contrainte de ne pas pouvoir exploiter directement ce qu'on avait fait. Enfin, on l'a fait, mais ça nous a demandé pas mal de boulot en plus, du coup. Le temps de faire de la retopo, toutes les Ouais, UV, etc. C'est ça. Et alors, Du coup, on l'a fait en gros pour les les grosses masses rocheuses. On les a gardées parce que ça nous donnait une bonne base pour les niveaux. Mais on a dû quand même beaucoup retravailler et je pense que, enfin, on aurait presque été aussi vite de refaire de zéro si on avait eu assez de temps et une équipe de modeleurs qui était vraiment à l'aise là-dessus. Mais en fait, c'était plus rapide quand même et plus efficace de reprendre parce que on n'avait pas à redesigner de zéro. On pouvait simplement dire au modeleur, tiens, prends ça, il faut juste le rendre propre. Mais ça a été quand même long à faire, quoi. Et je pense que si les gens de Gravity Sketch arrivent à faire un système d'export qui est plus propre ou un moyen d'optimiser directement dans l'outil, là, ça pourrait être super pour pouvoir ensuite exploiter plus directement les exports en fait issus du truc. Donc là, il faut vraiment plus le voir comme un outil de prototypage, comme vous disiez à l'instant. En tout cas, il y a une bouteille à la mer avec un ticket des vols pour Gravity Sketch qui a été lancé. Gravity Sketch. En plus, c'est gratuit, donc vraiment, c'est facile quoi, de le télécharger, d'essayer, voir si ça vous plaît, quoi. Et bon, j'avoue, je fais un peu de la pub, mais c'est pas, ils nous ont pas donné d'argent. Ça a été vraiment quelque chose qu'on a découvert nous-mêmes. Et ensuite, on est allé les voir en leur disant, mais c'est super votre truc. Est-ce que ce serait possible de le faire en collaboratif? Et justement, ils développaient la feature à l'époque, et du coup, on a commencé un peu à échanger avec eux et je trouve ça tellement dommage que les gens n'en parlent pas assez, que du coup, je me fais un peu porte-voix, en tout cas dans la VR de ce genre d'outil, quoi. En tout cas, moi, je trouve ça super parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui essaient de tester des nouveaux outils VR dans la conception, qui ont des fois un peu peur aussi, qui appréhendent un peu. Donc aussi, en fait, que tu puisses aller, vous y allez en mode early adopter sur ces nouvelles technos, ça te permet aussi, du coup, d'avoir ces feedbacks aux personnes et de pouvoir les tester. Donc ça fait vraiment, je pense que plus que même pas de la pub, là, on est vraiment sur juste, on se passe des tuyaux en fait dans la conception.
Et ça, je trouve ça vraiment très riche pour tous ceux qui veulent expérimenter d'autres techniques en conception VR et qui, de toute façon, là, voilà, on est en plein mode bac à sable encore aujourd'hui. On a de la chance d'être dans un environnement où, ben voilà, les idées voilà, les pratiques évoluent de jour en jour et que voilà, qu'il y a des équipes qui se challengent comme ça et qui puissent partager leur retour. Ça va donner effectivement, ça va challenger d'autres, etc. Ça va faire un effet boule de neige et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc merci beaucoup de partager ces retours en fait, parce que je pense que ça peut aider de nombreuses personnes du coup à se lancer, à tester aussi de leur côté. Alors, je suis désolé, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Combien de temps Vas-y. ça a pris de faire une maquette pareille? Il y a eu pas mal d'étapes et puis nous-mêmes on apprenait en même temps qu'on le faisait. Donc ça a été pas mal aussi d'errance quoi et de tâtonnement. Mais donc je dirais aujourd'hui on mettrait peut-être quelques jours quoi à faire une maquette comme ça, enfin comme celle que je vous ai montrée. Mais là où on a peut-être mis plutôt une grosse semaine et demie, peut-être 2 fois plus de temps pour le faire sinon, enfin là. Mais bon, donc il y a un peu une courbe d'apprentissage quand même s'il y a tu peux rapidement faire des petits trucs à la con, mais quand tu veux commencer à faire quelque chose d'un peu plus costaud, surtout pour l'exporter ensuite dans un moteur, ça demande plus d'expérience, d'être plus à l'aise avec les outils, les différents modes d'outils qui existent. Et voilà, du coup, il y a un peu une courbe d'apprentissage et besoin de se familiariser avec le truc quand même. Mais et je parle ne serait-ce que pour moi, j'ai jamais touché à un 3ds Max, j'ai jamais touché à un soft en gros de 3D, et ça, justement, ça me frustrait beaucoup parce que j'avais jamais vraiment le temps de me former. Et du coup, avec cet outil-là, j'ai pu un peu brûler des étapes. Et alors là, je montre la partie level design, mais on peut aussi, enfin, j'ai fait plein d'objets en fait en 3D qui se retrouvent dans le jeu, que j'ai pu moi-même modéliser. Alors certes, il y avait un besoin de retopo, de refaire un peu les modélos propres derrière, mais en termes de conception, je pouvais avoir un vrai input sur la fabrication des modèles 3D, du fait que j'ai pu moi-même m'approprier cet outil et plus rapidement et plus intuitivement, parce qu'en VR avec le relief, tu as un côté plus organique, je trouve, dans la fabrication, qui me donnait envie, là où un 3ds Max, même si j'avais eu le temps, je sais pas si j'aurais sauté le pas. Alors que là, il y a un vrai plaisir à fabriquer et ça m'a vachement motivé, et c'est vrai que maintenant je suis à l'aise et je peux faire des trucs assez compliqués qui mettrait peut-être une semaine, même pour quelqu'un d'expérimenté, à faire sur 3ds Max. Je peux le faire peut-être en 2-3 heures, quoi. Mais ça dépend vraiment des trucs. Hein. Je dis pas ça juste pour flamber. Il y a des trucs qui sont faciles à faire avec ces outils-là et d'autres beaucoup plus compliqués. Par exemple, tout ce qui va être architecture, des trucs très précis, c'est pas du tout des outils aujourd'hui qui sont faits pour ça. C'est plutôt, encore une fois, pour faire du prototypage ou pour faire des choses plus organiques. Genre, je sais pas, j'ai envie de faire un bonhomme. Là, pour faire par exemple du character design ou pour faire des choses un peu organiques, c'est super. Pour faire un immeuble en 3D, là, non. Donc il y a aussi des choses qu'on se retrouve vite un peu face à des murs sur certaines formes d'utilisation de ces outils, quoi. C'est pas des outils à tout faire. Ça reste quand même pour certains types d'usages. En tout cas, moi, ça me fait un peu quand je t'entends parler comme ça me rappelle un peu, c'est un peu des outils de facilitation, de retranscription, en fait, de la phase de créative, en fait. Parce que souvent, en fait, quand on fait un peu les briefs créa, en fait, il y a toujours il y a l'idée dans la tête d'une personne qu'on essaie de traduire visuellement et encore plus en 3D. Et ça, c'est toujours des phases extrêmement délicates parce que malgré l'échange avec le langage, c'est toujours très fin parce que il y a tout ce qui est empirique de la personne qui va faire des associations d'idées différentes, et du coup ça c'est comme ultra difficile dans les briefs à retranscrire. Et là, en fait, le fait que tu puisses être acteur vraiment dans la conception, donc en co-concevant, même si après il y a un retravail graphique pour voilà la couche vraiment comme tu disais, mettre au propre exactement les éléments d'un point de vue design pur.
Mais là, tu peux du coup retranscrire ce que tu as dans ton esprit. Et je trouve, en termes de créativité et en termes de process créatif au global, je trouve ça super intéressant en fait. Parce que Ah c'est-à-dire que ouais, n'importe qui dans les briefs pourrait voilà se dire allez, moi j'ai ça en tête. Voilà, après on le reformule, enfin, on peut le retravailler, mais on a un peu la data brute si tu veux. On se rapproche un peu plus du fil de l'idée. complètement. Non, non, il y a un vrai, et encore une fois, sur la VR, il y a un côté, tu as un rapport entre ton idée et le résultat qui est assez immédiat. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et un truc auquel je pensais aussi, c'est un peu le bénéfice qu'on peut avoir d'une vraie maquette. Mais encore une fois, la maquette, ça peut être coûteux et compliqué à faire, mais tu peux mettre un casque sur la tête de quelqu'un et lui, pour une review de quelque chose, même pour un client, tu vois, tu ferais une maquette et tu peux lui montrer soit directement dans le casque, soit lui montrer sur un écran si tu n'as pas accès à la feature co-création. Tu peux te mettre en scène, toi, dans le truc, comme je vous ai fait. Genre, tu prends le bonhomme et tu déplaces. Et du coup, pour démontrer un concept ou un pitch d'un truc où il y a besoin de la 3D, ça peut être aussi un outil assez intéressant, je pense. Complètement. Moi, je Et me demande, tu vois, je conçois, alors ça c'est du off, hein, juste parce que ça me fait penser à ça, du coup, et je pense que je vais expérimenter dans plein alors, je fais en tant que UX, tu sais que je fais, voilà, des maquettes digitales, mais même expérience, côté, ce qu'on appelle customer experience, donc magasin, et je me vois bien designer, tu sais, l'expérience client, mais en 3D avec, voilà, on a le bonhomme en plus, enfin, tu vois, et Ouais. dire, ben voilà, on se fait une réunion, on a l'équipe merchandising et l'équipe expérience client, les UX, et on y va, on reconçoit une expérience client avec le parcours, mais en 3D, quoi. Ouais, Et ouais, avec dedans, tu sais. carrément, carrément. Bah, ouais, encore une fois, comme la maquette, sauf que tu as la possibilité de changer d'échelle et te retrouver à l'intérieur en un claquement de doigts, quoi. Donc ça, c'est vrai que enfin, c'est un super outil pour démontrer ce genre de situation, quoi. Parce que sinon, on va en magasin, puis on dit, bon, alors vous voyez, là, il y aura ça. Tu vois le truc Fermez les yeux. ultra conceptuel, et puis là, on va faire ça, mais enfin, voilà. Ça Ouais, peut être vite, tu sais, un peu carrément. flou. Enfin, si t'as pas cette capacité de visualisation, ça peut très vite devenir compliqué. Ouais, Et ensuite, les maquettes 3D, comme tu dis très bien, donc ça projette, mais c'est différent, en fait. Quand c'est à plat, tu sais, hors VR, ça se vit différemment. ouais. Le fait de pouvoir refaire le parcours, enfin, voilà, je pense que je vais passer de longues heures dessus. Tu as mis un nouveau jouet dans les mains, Balthazar, donc merci. Bah, de rien, de rien, de rien. Tant mieux. Au moins, si ça t'a donné envie, c'était le but. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une petite question. Ouais. Quel a été ton projet le plus complexe que tu as fait à aujourd'hui? Bon, ça va être une réponse un peu à la con, mais Massmaker, c'était sans aucun doute le projet le plus compliqué qu'on ait eu à faire. Déjà parce que par son ambition, euh, c'était un jeu beaucoup plus long que Fisherman, le précédent jeu qu'on avait fait, Fisherman's Tale. Aussi parce que sur Fisherman's Tale, c'était un jeu qui avait été co-réalisé avec un game designer, donc j'étais pas uniquement enfin, sur l'aspect créatif, j'étais pas tout seul. Là où sur Massmaker, j'ai dû vraiment tout gérer, enfin pas tout, parce que évidemment il y avait un directeur artistique, j'en avais une super équipe. Mais c'est vrai que j'étais un peu celui qui était à l'initiative et sur un projet le plus gros qu'on avait fait, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et là-dessus, ça a été un développement pendant tout le confinement, quoi. Enfin le confinement, le Covid, qu'on n'avait pas du tout prévu. Donc gérer un projet aussi compliqué, nouveau, et en plus devoir jongler avec les impératifs du confinement, du télétravail et tout, ça a été très compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Donc c'est un peu un miracle que le jeu soit sorti. D'ailleurs, on avait prévu de le sortir 3 mois plus tôt, grosso modo. Enfin, par rapport au planning qu'on avait fixé, on a quand même eu un peu de retard, pas beaucoup, beaucoup, mais quand même. Et notamment, je pense à cause de. Enfin, je ne sais pas pour mettre tout sur le dos du virus, mais bon, disons que ça a vraiment complexifié les choses, quoi, de devoir changer de mode de travail en cours de route. Ça marche.
Alors, petite question du chat, et si tu peux nous le dire, quels sont les prochains projets d'Innerspace et est-ce que vous allez vous lancer sur des trucs encore plus ambitieux que Mask Maker? Bah, Teasing. c'est pas l'envie qui manque, hein, c'est pas l'envie qui manque, mais disons que, enfin non, je peux pas, je peux pas te dire encore sur quoi on travaille, mais il y a des, on va dire, on a des choses qui sont en train de se préparer. Euh, et par rapport à l'ambition, disons qu'on est un peu dans une phase de, on jauge, enfin, on vient de terminer un projet, on attend de voir un peu comment ça se passe déjà. Le marché de la VR évolue assez vite aussi, donc on veut pas projeter des trucs dingues. On est un peu obligé de s'adapter en fait à comment le marché évolue et on peut pas financer les projets nous-mêmes. Si aujourd'hui, je sais pas, Massmaker ou Fisherman's Cell ça cartonnait et qu'on avait suffisamment d'argent pour pouvoir nous-mêmes faire nos propres projets sans rien demander à personne, oui là on pourrait rêver à faire, je sais pas, même à des trucs dingues en multijoueur ou même massivement multijoueur, je sais pas. Enfin, on a des envies évidemment. La VR, ça ouvre tellement de possibilités. On peut penser à tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que bon, même si le Quest, c'est une vraie perspective et ça va dans le bon sens, on repose quand même aujourd'hui beaucoup sur le financement externe et notamment des publishers, comme là, ça a été le cas avec MWM, qui est un publisher américain. Et là, d'ailleurs, on vient de signer avec un nouveau publisher pour un nouveau projet, un jeu. Donc, et, euh, et voilà, ce sera pas radicalement différent de ce qu'on a déjà fait dans le passé, mais on essaie quand même à chaque projet quand même de continuer un peu à innover, à explorer des nouvelles choses et à surprendre un peu les gens. Donc j'espère que la personne qui a posé cette question, quand elle jouera à notre prochaine création, sera quand même surprise. Si tu avais une baguette magique, Balthazar, c'est quoi? Quel projet te ferait? Alors, t'en as un peu parlé là, mais qu'est-ce qui te ferait vraiment rêver en disant demain, j'ai nos problèmes de budget, les timings, pareil, enfin le rêve d'un chef de projet, etc. C'est, je te donne une baguette magique là, tu fais quoi comme projet? Ouais. Oui, effectivement, j'ai un peu dit là à l'instant. Moi, le multijoueur, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup enfin, on sent que le multijoueur va être et l'aspect social, ça va être une dimension très importante dans la VR, voire proéminente, la VR et la R hein, d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que peu de gens s'y intéressent sous l'angle narratif. Comment on pourrait faire une expérience narrative et la partager. Il y a quand même des studios comme Tender Close, qui est un studio américain, qui ont fait une expérience qui s'appelle The Under, The Under Presence, qui ont fait un truc en multijoueur narratif qui est très intéressant. Mais il y a énormément de trucs à creuser là-dedans, et c'est vrai que ça, c'est une dimension qui me plaît beaucoup, mais qui est pour l'instant un peu, voilà, c'est un peu compliqué techniquement. Enfin, ça pose plein de challenges, et on n'a encore jamais vraiment fait de multijoueur, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et un autre aspect aussi, dans le même genre, dans le même ordre d'idées, mais tout aussi intéressant, enfin dans le même ordre d'idée, dans le sens inatteignable pour tout de suite, mais à creuser, c'est l'intelligence artificielle, encore une fois sous l'angle narratif. Après, intelligence artificielle, c'est un mot un peu fourre-tout. Moi, ce qui m'intéresserait en particulier, c'est de pouvoir avoir des échanges de dialogue avec des personnages, des PNJ, quoi, en gros, qui soient un peu plus sophistiqués que ce qu'on a habituellement dans les jeux, sans forcément avoir un personnage ultra intelligent avec qui tu peux dire tout et n'importe quoi. Avoir un personnage avec qui, par exemple, tu pourrais dialoguer de manière, sans interface, simplement en parlant, avec peut-être des mots-clés, et, et que ça déclenche des choses dans l'histoire ou dans l'aventure. Et ouais, ça, ce serait assez fou si on pouvait faire ça. Un jeu là justement en collaboratif, je sais pas, c'est pas Adventure, quelque chose comme ça, en VR, où t'es en collaboratif
et t'as des personnes non joueurs, mais qui sont des vraies personnes. Enfin, tu sais, pareil, qui sont conviés, qui jouent qui créent le scénario. Enfin, c'est assez fou comme concept. Et d'ailleurs, voilà, juste pour info comme ça, j'ai entendu ça, j'ai pas encore été creusé, mais en tout cas, ça m'a interpellée en fait justement parce qu'on sait très bien que les PNG ça rajoute une dimension très intéressante du coup au gameplay, etc. Et donc effectivement, si on goupille l'IA avec voilà, maintenant on peut faire, enfin l'IA, j'entends, il y a beaucoup de choses derrière IA, mais on sent de vraiment un discours qui puisse être plus travaillé, plus variable. Enfin voilà. Et donc je pense que ça peut être, ouais, ça pourrait être des dimensions un peu dingues quoi, pour le coup. Carrément, ouais. Donc c'est un peu ces deux aspects-là que j'aimerais bien explorer. Et j'espère que c'est pas juste un fantasme et qu'on aura l'occasion de s'y frotter. Mais c'est vrai que là, c'est plus du long terme pour nous, quoi. Et bah tu reviendras nous présenter justement on va considérer que c'est un teaser et qu'en fait tu vas revenir nous présenter ça d'ici quelques temps. Carrément, bah, avec plaisir. La pression que je te mets. Bah ouais, non, mais enfin, on se met nous-mêmes la pression. Je sais que vous êtes à mesure de vous challenger, alors du coup voilà, je me permets d'en rajouter une petite couche. Vas-y. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai aussi un, tu sais, genre, j'ai vu récemment, c'était un film, c'est un film où tu peux avoir c'est un film avec des choix, tu sais, d'action dans le film. C'est le nom, il me semble, c'est I See Dark Cloud, je sais pas, un truc comme ça, je ne sais plus. Je sais pas si ça te parle, Marine. Je sais plus, il me semble que c'est ça. En fait, c'est un film où tu peux effectivement choisir des actions et donc tu es acteur du film. Mais un Est-ce film, que c'est ce type? un film live, quoi. C'est un film, ouais, c'est un film où on est hybride finalement entre un jeu vidéo et un film. C'est un film interactif, on va dire ça comme ça. Ouais. Et en fait, ouais, c'est la première fois que je teste ça, effectivement. Donc, il est sorti qu'en anglais, d'ailleurs. Donc c'est un peu en mode trailer d'ailleurs. Donc je suis morte 3-4 fois. Hein. D'ailleurs, soit dit au passant, je me suis pris les coups de marteau par un serial killer. Bref, je passe. Apparemment, je courais pas assez vite et je prenais pas les bonnes sorties. Bon, mais truc. ah non, mais alors oui, bah, je t'enverrai le lien, Marine. Je sais que toi, tu t'es essayé un truc aussi comme ça, un peu flippant la fois dernière. Donc je sais que tu vas aimer. Moi, la plupart du temps, j'étais comme ça. Mais bon, soit. Mais je suis trop curieuse. Je suis comme ça, mais je joue quand même. Et donc, du coup, ouais, voilà, est-ce que c'est des typologies tu sais, on parlait de map ouverte, tu sais, un peu il y a des jeux comme ça qu'on retrouve, tu sais, les Quantic Games, etc. Est-ce que c'est des choses, en tout cas, qui pourraient t'inspirer à l'avenir, ou pas du tout? Est-ce que c'est pas du tout l'orientation Disons que, enfin, en fait, je viens de là. C'est-à-dire que moi, dans mes premières réflexions, quand j'ai commencé vu que je venais du cinéma, pour aller vers l'interaction, ça a été ce modèle qu'on appelle le branching narrative. C'est en gros, c'est une espèce d'arbre, quoi, un peu comme les livres dont vous êtes le héros, où tu vas avoir tout d'un Oui, coup une narration, j'adorais ça. et tu fais un choix. Et ça, c'est un modèle assez classique qui est un peu, qui a jamais vraiment complètement fait ses preuves dans le jeu. Enfin, disons qu'il y a eu des expériences plus ou moins réussies. Et c'est vrai que Quantic Dream, le studio français, avec leurs différents jeux, ont réussi à pousser en fait ce modèle-là à un certain niveau et avec une certaine réussite. Mais enfin, ça leur a pris des années pour raffiner ce modèle-là. Et c'est vrai que même si ça m'attirait beaucoup au début, j'en suis un peu revenu parce que j'ai l'impression que, enfin, notamment en VR, ce côté très, comment dire, il y a un côté très mécanique, quoi. Tu sens en fait à un moment donné, ok, l'histoire s'arrête, maintenant je dois faire un choix, je vais à gauche, je vais à droite. Tu le sens, et encore plus en VR, quoi. Tu sens un peu le côté cousu de fil blanc. Là où en fait l'interaction en VR doit, à mon avis, être plus organique, plus, tu vois, un peu une espèce d'engagement un peu permanent, quoi, plutôt que
pause, interaction. Et c'est vrai que ce côté branching narrative, il m'intéresse, mais disons que ce serait pas, en tant que tel, le modèle me semble pas très bien fonctionner, donc il faudrait l'utiliser d'une certaine manière, peut-être en le combinant avec d'autres trucs, comme on a dit, le multijoueur, enfin le coopératif ou d'autres formes d'interaction, pour que ça fonctionne vraiment comme expérience narrative interactive, pour moi. Ok. Je sais pas si ça répond. Si, ça répond à ma question. Ça répond parfaitement à ma question. C'était vraiment parce que voilà, je vois effectivement qu'il y a des, alors tu parlais des livres dont vous êtes le héros. Moi, j'adorais ça. Voilà, je trouvais ça, voilà, c'est toujours pareil, hein. Il y a un côté engagement, en tout cas acteur, qui était, moi, pour le coup, qui me parlait. Après, c'est très subjectif. Mais effectivement, en ayant vu ce film-là, qui était, tu vois, entre l'art, du coup, le jeu, enfin, tu vois, on est sur cette ligne entre les deux, tu vois. Du coup, voilà, ça m'a fait forcément rebondir dessus. Et je me demandais effectivement, si toi, par rapport à comment tu t'étais positionné, effectivement, si là, on est vraiment entre deux mondes, en fait. En fait, un truc aussi, un des gros défauts de ce type de modèle, de production, de jeu et donc de production, c'est que tu te retrouves à faire potentiellement beaucoup de choses que les joueurs ne voient pas forcément, ou en tout cas pendant un playthrough donné, tu vas ne faire qu'une branche en quelque sorte sur les X. Et à moins que tu arrives à donner ultra envie aux gens d'essayer autre chose, les autres branches, tu te retrouves à ne voir que 30%, on va dire, du contenu que tu as créé. Et du coup, la réflexion que tu te fais rapidement quand tu veux concevoir un projet, c'est putain, tu fais 100% des trucs, tu as envie, autant mettre tous tes efforts dans quelque chose que les gens vont voir dans leur entièreté plutôt que 30%. Et je pense que c'est un des gros boulets, on va dire, de ce modèle. Et pourquoi justement, quand Ig Dream ont réussi à un moment donné, à mon avis, à passer un cap, c'est qu'ils ont assumé en fait ce défaut en quelque sorte, et ils ont proposé aux joueurs, enfin ils ont été super transparents sur le niveau de complétion en fait que les joueurs avaient à un instant T dans l'histoire, ce qui fait qu'ils ont quasiment la cartographie complète de toutes les branches, un peu comme ce qu'on a avec les masques, tu vois, dans Massmaker. Ouais. Du coup, tu sais en fait ce qui manque, tu sais les endroits où il faut que tu ailles, où tu sais que tu dois revenir en arrière, et donc quand tu as envie d'explorer le jeu, tu vas être poussé à explorer ce qui te manque. Là où quand c'est invisible, tu fais un peu le choix sans trop savoir ce que tu rates, et du coup tu rates beaucoup de choses. Et donc c'est pas très productif comme modèle. C'est sûr que tu disperses l'effort. De fait, dans la production, pour concentrer l'effort, bon courage. Bon, après, voilà, c'est des choix et c'est toujours un peu déchirant, en fait. C'est choisir, c'est renoncer. Ouais. À la fois pour l'utilisateur et le créateur, du coup. Mais en même temps, j'aime bien ce modèle, et il est intéressant surtout quand, pour moi, ce qui m'intéressait au début et qui m'intéresse toujours, c'est à un moment donné l'idée d'un choix un peu fort, et on va dire, qu'on appelle dans le jargon un peu choix moral, c'est-à-dire un choix qui va avoir un impact sur l'histoire et sur le personnage potentiellement avec lequel tu interagis, et qui va avoir des conséquences derrière. C'est vrai c'est très, très attirant, parce que ça donne un pouvoir au joueur qui est très fort, et qui fait qu'il s'implique émotionnellement énormément dans l'histoire, parce qu'il sait que ça va avoir un impact sur le personnage et sur le cours de l'histoire. Mais ça coûte très cher à développer. La première fois que j'ai eu ce cas-là, c'était ça va parler à ceux qui sont les plus anciens sur les jeux, mais Abe, où je me suis amusée à faire des mauvais choix en me disant ça va bien se passer, et puis à la fin ça s'est pas bien passé du tout. Ouais. Mais du coup, voilà. Oui, je suis morte. Du coup, voilà, bref. Enfin bref, je spoil pas le plus que ça, mais voilà. Mais la première fois que j'ai été confrontée à ça, j'ai trouvé ça génial. Et tous les autres où il y avait cette même dynamique, Morrowind, autres, j'ai adoré en fait. J'ai accroché tout de suite quand on peut voir en fait vraiment l'impact, et pas genre on suit un fil rouge d'un gameplay et quoi qu'il arrive, on fait ce qu'on veut. De toute façon, c'est tracé. Ça, c'est vraiment extrêmement engageant. Là, tu réfléchis à deux fois. Effectivement. C'est sûr. Marine, tu avais d'autres questions ?
Non, moi, Hmm. on a vu pas mal de choses. Si j'en ai peut-être une petite dernière, vu que je suis plus côté technique. Au niveau des interactions, que ce soit dans Fisherman Style ou dans Massmaker, c'est toujours hyper bien pensé. D'ailleurs, Fisherman, je l'utilise en référence pour mes développeurs à chaque fois qu'on développe, parce qu'on développe des formations en réalité virtuelle. Donc, on s'est inspiré de beaucoup de petites mécaniques, Ah, yes. notamment les pop-up d'objets. Quand tu lances un objet dans la scène, que tu peux pas le rattraper, qui revient à son espace originel, etc. Donc, il y a plein de petites choses, l'utilisation, le pied de biche au début pour ouvrir le volet qui vient se snapper sur la vis. Donc, est-ce que c'est mieux de le snapper ou pas? Enfin, voilà, toutes des petites... Ouais. Je vois que tu as potassé un peu le truc. un peu, légèrement. Et du coup, je voulais savoir, au niveau technique, quand vous développez ce type d'interaction, comment ça marche? Est-ce que vous le faites vraiment sous forme d'itération? Est-ce que vous vous inspirez de ce qui existe déjà? Comment vous arrivez à développer un petit peu tout ça? C'est une question large parce que ça dépend pas mal. Si tu me parles, par exemple, le pied de biche, c'est un exemple assez archétypal parce que je sais que ça a été un peu une sorte de drama un peu récurrent pendant toute la prod, où ça n'a marché que vraiment très très tardivement et encore avec beaucoup d'efforts en termes d'ergonomie. Parce que on s'est rendu compte et on n'a pas réagi très vite. On s'est rendu compte que les objets un peu longs et pointus, ça posait pas mal de problèmes avec la physique euh, et, euh, et ça rendait l'interaction pour enlever les clous avec très laborieuse, très maladroite. Et du coup, typiquement, ça c'est le genre de truc sur lequel on a fait, je sais pas, 10 passes en changeant les paramètres, en machin, en truc, en regardant ce que faisaient d'autres jeux, en essayant de rationaliser un peu l'intention qu'on avait au début, de manière assez empirique, jusqu'à rajouter les petits trucs qui font que ça marchait. Et en fait, on a fait cet effort parce que c'est une des premières interactions dans le jeu et que on voyait que les joueurs galéraient, tu vois. Donc, ça a été aussi à force de playtest, de se rendre compte que ça marchait pas et d'arriver à trouver le bon réglage en peaufinant, quoi. Donc ça, c'est le genre d'exemple où ça a été beaucoup à force d'itération, de playtest et de s'acharner sur l'ergonomie pour que ça finisse par devenir un peu fluide et rewardant, quoi, de faire le truc. Mais ça nous a coûté cher. Après, sur des trucs plus, comment dire, enfin de manière, une méthode peut-être un peu plus généraliste, c'est vrai que nous on a souvent et là je me fais un peu le relais de l'équipe justement des devs. C'est vrai que eux ils aiment bien faire un peu un état de l'art en quelque sorte de ce qui existe, soit dans des jeux 2D, soit dans des jeux VR, sur une envie, une intention, une feature en particulier. Et ça me permet tout de suite de nous positionner sur, OK, est-ce qu'un truc existe déjà avant qu'on ait envie de le faire? Comment ils l'ont fait? Quelles difficultés ils ont pu avoir? Et ensuite, nous, on va mettre en place souvent une scène de test où on se focalise sur une feature et différentes possibilités, une sorte de petit laboratoire. Et ça permet de se focaliser sur l'utilisabilité, l'ergonomie de cette feature, jusqu'à ce qu'on on soit suffisamment confiant pour le passer en production vraiment et l'intégrer dans le jeu. Et en principe, ce qu'on fait rarement, parce qu'on a rarement le luxe de faire ça, mais si ça marche pas, on abandonne et on essaye autre chose vraiment complètement différent comme approche. Mais cette manière de fonctionner, de recherche de références, état de l'art, inspiration, puis prototypage, test de la feature dans une scène un peu close où on se focalise dessus, et itération jusqu'à ce que ça marche, et ensuite intégration dans le jeu. C'est un peu ce process-là qu'on suit habituellement et qui fait que, en général, si tu as été un peu méthodique, tu ne te rates pas trop à la fin. Surtout si tu te laisses le temps après de faire des playtests, de t'assurer que ça fonctionne bien et d'affiner encore un peu le feeling du truc quand après, tu vois, quand tu arrives au stade de la bêta, où tu commences à avoir une expérience un peu complète et que tu vois que ça s'intègre bien et que ça rentre bien dans le flow de l'expérience, etc. Ok.
Merci beaucoup. J'aime bien parce qu'effectivement, tu as dit toutes les étapes qui, moi, sont dans le processus de design, j'adore à chaque fois. Bon, Appeler à chaque le bon fois. élève, alors ça va. Non, ouais, et ce côté test and learn et de bien faire la phase de test et de la granularité ensuite en bêta, enfin tout ça. Mais voilà, d'avoir quelque chose qui soit step by step, bien cadré. Et puis effectivement que si tu as respecté bien tes étapes, en fait, globalement, voilà, Ça se passe. ça se passe. Bah ça, c'est aussi, moi-même, j'ai un peu appris comme ça parce que les développeurs avec qui on travaille avaient un peu cette expérience et c'est le processus un peu lean classique où tu vas avoir. J'allais dire Linux, mais oui, c'est. Oui. Ouais, enfin voilà, il y a rien de très original là-dedans. C'est des méthodes un peu éprouvées qu'on a dans le jeu ou dans le développement logiciel de manière générale et qu'on applique à la VR avec ce petit supplément de et le plaisir aussi de pouvoir expérimenter et comme là on l'a vu par exemple avec Gravity Sketch de pouvoir bricoler les trucs directement dans la VR et pas forcément nécessairement revenir dans l'écran ou à travers des documents, le côté qui peut donner un côté plus laborieux à ce processus-là, quoi. Méthode connue, mais pas toujours appliquée. Peu souvent appliqué. Ouais, c'est ça. Mais méthode très connue, mais au niveau opérationnel, je sais pas Marine ce que tu en penses, mais C'est pareil. C'est connu sur le papier, mais alors après à mettre en pratique, c'est autre chose. Hein. c'est voilà. Et puis même quand c'est mis en pratique, des fois c'est très ajusté. Voilà. Parce que je sais pas, en France, c'est peut-être le fait qu'en France on n'est pas très acclimaté, on n'a pas cette philosophie. J'ai l'impression que je sais pas d'où ça vient d'ailleurs ces méthodes agiles, d'où ça vient, mais j'ai l'impression qu'en France on n'est pas très acclimaté à ça et à cet état d'esprit. Peut-être qu'on aime bien fonctionner de manière plus empirique, mais et plus désordonnée. Mais je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi. En tout cas, j'ai l'impression quand même dans le milieu du développement du jeu vidéo, c'est quand même, qui est un peu maintenant un truc un peu global, quoi. Au niveau mondial, les trucs se partagent, les sites, les méthodes. Il y a des conférences dans lesquelles tout le monde va. Donc, ce genre de savoir est assez partagé et j'ai pas l'impression que on fait office d'élèves de dernier de la classe, quoi, en particulier. Il y a des secteurs où c'est plus, je pense que c'est vraiment plus par secteur. Je pense, moi j'interviens aussi pas mal dans les startups, les pépinières, tout ça. Donc tu vois qu'effectivement là, l'approche elle est différente. Contrairement à je prends le comparatif aussi où j'interviens dans des groupes. Là c'est aussi différent. Oui. Voilà, je pense qu'il y a tout, il y a plein d'éléments et puis il y a le côté secteur, le secteur innovation, tu le disais très bien, jeux vidéo, enfin voilà. Il y a des choses où effectivement il y a un côté très empirique, très lourd, avec des méthodologies de cadrage qui sont encore en train d'évoluer, qui sont en train de se gagner en flexibilité. Mais ouais, il y a des secteurs qui, par historique, le jeu vidéo, je pense, en fait partie, sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus s'approprient plus rapidement les best practices, les torts, voilà, s'approprient vraiment tout ça. Je pense que c'est aussi propre aux différents secteurs, voilà, tout simplement. Ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, on a une dernière question, parce que je vois l'horloge qui tourne. Ah oui, on arrête après. Vas-y, Marie. Une dernière question? Moi, c'est bon pour moi. Marine, tu en as une? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a une question en particulier? Non, il n'y a pas de remontée particulière dans voilà. le chat. Parfait. J'allais regarder sur le chat. Parfait. Bon, du coup, on va pouvoir te laisser reprendre une activité normale. Non, mais de toute façon, non, mais là, c'est fin de journée, tranquille. Il n'y a pas trop de stress, le jeu est sorti, donc sinon, là, je serais en train de regarder mes emails pour voir s'il n'y a pas des gens qui nous ont envoyé des bugs, mais on a déjà fait un patch sur le jeu, donc ça va, je suis plutôt tranquille, là. Ok, d'accord, donc ça va. Ok, encore merci. Merci. Et du coup, en off, on prend la date pour le prochain, la prochaine sortie, qui sera du coup, si je reprends bien, du collaboratif. En multijoueur, avec de dingue.
Voilà, donc on fait ça en off, hein, on mettra déjà la date, comme ça va vous mettre une deadline challenge, etc. Non mais voilà, on reste en contact plus sérieusement. Et puis moi je suis convaincue, on en reparlera parce que j'ai 2-3 idées et j'aimerais bien échanger avec toi sur des projets, donc on en reparlera. Donc on se recroisera avec plaisir et voilà, en tout cas merci beaucoup pour ces partages. C'est vraiment très intéressant. Je pense qu'effectivement de voir en backstage comment ça se construit, tout le processus créatif, aussi les outils que tu as pu montrer avec tes feedbacks, je pense que ça va vraiment donner à un certain nombre de personnes de suivre ça et de tester. Je parle de la solution tout à l'heure, mais de la tester. Moi, la première. Demain, c'est fait. C'est fait. Demain, je suis dessus. Si c'est pas ce soir, c'est parce qu'il est un peu tard, mais sinon, j'y serai. Donc voilà, et merci à Marine de co-présenter avec moi comme toujours, et merci à Louis en régie au platine derrière qui nous fait l'homme de l'ombre, qui nous fait la technique et qui nous permet, voilà, c'est ça, c'est l'homme de l'ombre, c'est Charlie, on l'appelle ici, c'est son petit pseudo, donc Charlie avec les Charlie les drôles de dames. Donc voilà, donc merci à Louis aussi pour la technique, parce qu'en plus, tu sais qu'il y a les switches, etc. et tout aujourd'hui avec la petite démo. Donc on gagne en expertise et en fluidité, je pense, progressivement. Louis, merci beaucoup. On devient bon. Franchement, on devient super bon et on continue aussi, nous, tu vois, notre travail itératif aussi sur l'émission. Bah, merci beaucoup les filles en tout cas, et puis merci Balthazar, hein. Et bien sûr tu reviens nous voir quand tu veux. Voilà, avec grand plaisir. Bon, je vous libère, je vous enlève du live. Merci à tous, au revoir. À dans 2 semaines. Bonne soirée, à la prochaine.